Je crois que sans la guerre mondiale, peut-être on aurait eu une révolution en Russie. Peut-être que même les bolcheviks venus au pouvoir. Mais je crois que, en général, prendre au pouvoir, c'est possible pour les bolcheviks sans la guerre. Mais garder le pouvoir, ça aurait eu impossible. Parce que bien sûr, si la monarchie a tombé dans l'année 5, dans l'hiver de l'an 5 et 6, l'an 6, dans la première révolution russe, bien sûr, on aurait eu l'intervention européenne. Et l'intervention européenne, pas comme dans l'année 18, 19, mais l'intervention effective et intervention avec les Allemands dans le premier rang. Et c'est toujours l'Allemagne qui est le pays le plus important quand c'est une question d'intervention. Et pour les Allemands, pour les Anglais, pour les Français, ça, dans temps de paix, dans temps de paix, impossible à imaginer qu'ils seraient restés bras croisés quand un gouvernement révolutionnaire socialiste en Russie a pris le pouvoir, a causé la retraite de la Russie du système international, la création en Russie d'un grand quartier mondial révolutionnaire socialiste, et aussi plus de tout, peut-être, a pris les investissements énormes des étrangers en Russie. Et enfin, pour les Allemands, peut-être est plus important, une révolution socialiste en Russie, c'est la chute et la destruction des communautés allemandes en Russie. Premièrement, les Baltes, qui sont très liés à Berlin. Et le nombre allemand a promis les représentants de la noblesse balte, des Allemands dans les pays baltes, que si la monarchie des Romanov tombera, il y aura bien sûr l'intervention de l'armée allemande. Et une contre-révolution avec intervention de ce type en temps de paix, ça symbolise, ça signifie la victoire de la contre-révolution en Russie. Mais dans la guerre mondiale, bien sûr, le pays étranger qui, dans la paix, aurait été le leader, le pays trop dévoué à l'intervention aux côtés de la contre-révolution, c'est l'Allemagne impériale. Dans la paix mondiale, dans la guerre mondiale, bien sûr, les Allemands ont fait tout pour détruire l'État russe, le pouvoir russe, la puissance russe. Ils ont donné ils ont assisté la surveillance des bolcheviks énormément. Bien sûr, ça a une grande différence entre paix et guerre, la position d'Allemagne. Lénine a été aidé fortement par l'Allemagne impériale. Et quand le pays voisin, le pays le plus important en Europe, on paie, on temps de paix sur un côté, dans la guerre mondiale,
elle assiste les révolutionnaires. Bien sûr, c'est une différence énorme. Je pense que dans un sens, la Russie, bien sûr, était un pays impérialiste, agressif, mais tous les empires, tous les grandes puissances étaient empires et pays dans un sens agressif. La Russie n'est pas une exception. Bien sûr, au centre des intérêts russes, c'est la question des détroits, par exemple. Et on peut dire que, bien sûr, la volonté de la Russie à avoir les détroits, c'est un plan agressif pour les annexations. Mais bien sûr, on ne peut pas penser de la Russie comme pays agressif qu'on pense au sujet des détroits, sans se souvenir que les Anglais ont pris Suez et tout l'Égypte, les Américains, Panama et un bon pas de l'Amérique centrale. C'est la logique, c'est les idées, c'est l'époque d'impérialisme. Et enfin, les détroits sont bien plus importants pour les Russes que Suez pour les Anglais ou Panama pour les Américains, parce qu'enfin, les Anglais et les Américains ont des autres possibilités. Sans Panama, sans Suez. Pour la Russie, les détroits, c'est la seule possibilité de faire ses exports et de prendre son pouvoir naval du pays, dont la mer Noire. Et contrairement de la mer Noire, dont le Méditerranée. Et enfin, oui, agressif, impérialisme, mais c'est l'idée de l'époque, c'est la logique de la politique extérieure de toutes les grandes puissances, les Japonais et les Américains aussi, bien sûr. Toutes les grandes puissances ont eu une responsabilité. La France, la Russie, et dans le camp allié, peut-être plus de tous les Anglais. Mais la grande responsabilité, quand on parle de la crise de juillet, c'est sans doute la responsabilité des Autrichiens et plus de tout des Allemands. Parce que la crise est lancée par les Autrichiens comme ils ont pensé pour sauver son empire contre un déclin géopolitique et le défi nationaliste. Mais la responsabilité la plus grande, c'est bien sûr la responsabilité des Allemands. On peut, pour moi, à mon avis, faire des comparaisons avec Suez en 1956, quand les dirigeants des empires britanniques et français se sont convaincus qu'ils sont en face du déclin géopolitique et défis nationalistes. Ils ont agité, ils ont fait une politique de désespoir, d'arrogance et de stupidité. Très autrichienne. Je crois que c'est dans un sens un très bon comparaison, une très bonne comparaison. Mais bien sûr, la grande différence en 1956, c'est que le frère aîné à Washington a dit non. Dans l'année 14, le frère aîné à Berlin a dit, pas seulement a dit oui, mais poussé, on peut dire, les Autrichiens avant. Vous savez, je ne suis pas marxiste. Pour moi, l'impérialisme, ce n'est pas l'impérialisme du Marx ou de Lénine. Mais je dirais que le conflit entre les empires et les nationalismes est une des très grandes causes de la guerre mondiale.
parce que les dirigeants des empires ont pensé dans un sens que l'empire c'est le futur, parce que sans empire, sans grand territoire et population, bien sûr c'est évident que nul pays européen pourrait dans le futur, dans le XXe siècle, se défendre contre le défi américain. Bien sûr, les Américains seront la grande puissance du XXe siècle, et enfin pour un pays européen. Faire une compétition contre cet énorme pouvoir américain, elle a dû avoir un empire. Enfin, pour cette raison, on a pensé que seule Russie et peut-être l'Angleterre, si les Anglais pourraient unifier l'empire blond britannique dans un pays global, peut-être les Anglais et les Russes seront les grandes puissances du XXe siècle. Mais en général, il y a là une logique. On pense que sans empire, on sera un pays très petit, placé rapproche au centre du pouvoir mondial, avec toutes les difficultés, les dangers on n'est pas une grande puissance. Mais le problème, c'est que au moment quand la logique des relations internationales, c'est l'empire, la puissance impériale, la puissance mondiale a besoin de l'empire. Au contraire, dans l'intérieur des pays, l'idéologie la puissante, c'est le nationalisme ethnolinguistique, idéologie qui donne une unité au pays et qui aussi donne une légitimité aux dirigeants, aux gouvernements, aux élites. Et c'est très difficile à combiner le pouvoir de l'empire et le pouvoir du nationalisme. Il y a une contradiction entre la logique de la politique extérieure et la politique intérieure. Et nous sommes en face du même problème maintenant. L'Union européenne, c'est un essai de unifier l'Europe afin de ne pas d'éviter l'exclusion des Européens, des questions qui décideront le futur du monde. Et enfin, le problème de l'Union européenne, c'est le nationalisme, plus de tout. Et enfin, dans son sens, oui, c'est la guerre, les raisons pour la guerre sont, dans un sens, l'impérialisme et le conflit entre empire et nationalisme. L'Ukraine, c'est la question oubliée par les historiens anglophones, francophones, mais c'était une question très importante pour la crise de l'intérieur de l'Empire russe, mais aussi pour la crise internationale. Et les raisons sont simples en général. Sans l'Ukraine, la Russie, l'Empire russe de 14, ne serait pas une grande puissance, parce que la plupart des blés exportés par la Russie sont en origine de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est où on trouve 60-65% de l'industrie du charbon, l'industrie du fer. Sans l'Ukraine, la Russie ne sera pas une grande puissance. Si la Russie n'est pas une grande puissance dans l'Europe de cet homme-là, l'Allemagne sera le pouvoir dominant, la puissance dominante dans l'Europe. C'est comme l'algèbre.
est bien sûr un grand résultat de la révolution russe de l'année 17. C'est la destruction de la puissance russe, la paix de Brest-Litovsk qui a fini la guerre sur le front de l'Est, et la Russie a perdu tous les territoires gagnés dès le règne de Pierre le Grand. Et le pays le plus important qui est perdu, c'est l'Ukraine. La Russie a dû reconnaître l'indépendance de l'Ukraine, et dans la réalité politique et géopolitique, nul État ukrainien a pu exister dans ces temps-là sans être un satellite allemand. Pour survivre, c'était tout à fait nécessaire. Et si l'Allemagne a pu défendre la paix de Brest-Litovsk, elle aurait gagné la guerre mondiale. Pour gagner la guerre mondiale, ce n'était pas nécessaire pour les Allemands d'avoir une victoire totale sur le front de l'Ouest. On a dû seulement avoir un stalemate, une impasse à l'Ouest. Et enfin, toute l'histoire du monde, et bien sûr de l'Europe du XXe siècle, est très liée avec le fait que les Allemands, par sa politique stupide des sous-marins, ont donné les États-Unis, peut-être l'excuse, mais d'intervenir dans la guerre mondiale. Sans les Américains et sans les Russes, elle aurait eu tout à fait impossible pour les Français et l'Anglais à gagner la victoire sur le front de l'Ouest. Peut-être les Allemands aussi n'ont pu le gagner, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessaire pour les Allemands. L'impasse à l'Ouest et la victoire à l'Est, la victoire, la paix de Brest-Litovsk, qui est l'hégémonie de l'Allemagne en Europe. C'est la première raison, parce que la question ukrainienne est très très importante. Mais où avait, avant la guerre mondiale, la question ukrainienne est dans le centre de la crise de l'Empire russe intérieur et dans le centre de la crise des relations entre les empires russes et autrichiens, qui est une des grandes causes de la guerre mondiale. On a eu dans ces temps-là une grande bataille sur le futur, l'identité des Ukrainiens. On doit se souvenir que jusqu'à les années 80-90 du 19e siècle, la grande majorité de la population éduquée en Ukraine, ils ont eu un sens fort d'une identité régionale, petit russe, petit roussien. Mais ils n'ont jamais pensé qu'on a eu une contradiction entre sa identité régionale, petit russien, et son identité russe, politique. Ils ont pensé que, bien sûr, l'Ukraine, la petite Russie, elle était pas seulement russe, mais le part de l'Empire russe qui était le plus russe. Et que les Ukrainiens étaient les Russes les plus vraiment russes. Et encore une fois, pour les raisons simples, le berceau de la dynastie de la monarchie russe, le berceau de l'orthodoxie russe, c'est à Kiev. Et plus que ça, et c'est une leçon qu'on voit souvent dans l'histoire, c'est dans la périphérie qu'on sent
un sentiment d'identité très fort. Parce que bien sûr, à Moscou, bien sûr, on pense qu'on est russe, mais c'est évident, il y a seulement les Russes. Mais dans la petite Russie, dans l'Ukraine, l'ennemi traditionnel, c'est les Polonais, c'est les élites polonais. Et battre contre les élites polonais donne un sentiment fort d'identité russe dans les élites, dans les éduqués d'Ukraine. C'est seulement dans le dernier quart du 19e siècle qu'on commence un conflit parce qu'on arrive à une nouvelle pensée ukrainienne qui se sont tout à fait différentes de la Russie, qui dit que la langue ukrainienne c'est tout à fait différente à la russe, qu'on a une histoire tout à fait différente, et qu'enfin, le fin de la logique de sa position, c'est qu'on a dû avoir un État indépendant ukrainien. Et c'était pour la Russie un danger immense, parce que, comme j'ai dit, sans Ukraine, la Russie ne sera une grande puissance, mais aussi toute la logique de la politique intérieure et de la pensée des dirigeants de l'Empire russe est fondée sur la proposition que les Ukrainiens et les Bélarusses sont russes, et enfin que 2/3 de la population de l'Empire c'est russe. Mais si les Ukrainiens, les Bélorussiens sont membres des pays différents, enfin, seulement 44% de la population sont russes. Et enfin, l'Empire russe, comme l'Empire ottoman ou autrichien, pour les Russes, c'est incroyable, c'est dangereux, mais tout aussi c'est incroyable. Mais la bataille pour le futur de l'Ukraine, bien sûr, c'est une bataille, un conflit pour gagner le support, pour conquérir l'identité de la paysannerie ukrainienne. La grande majorité de la population, dans ces temps-là, n'ont pas eu une identité nationale. Ils ont eu une identité tout à fait locale, une identité orthodoxe, religieuse. Mais comme beaucoup de paysans dans les temps avant la modernité, identité nationalisme pour la paysannerie, c'est un concept tout à fait incroyable. Et enfin, quand on commence à créer de la paysannerie, des citoyens élevés, modernes, on commence à avoir une bataille qui est très importante pour le futur de la Russie, de l'Empire russe et bien sûr pour l'Europe. Et avant la guerre, on a eu, à cause de la question ukrainienne, pas seulement une crise intérieure pour l'Empire russe, mais une crise dans les relations avec l'Autriche, parce que 75, 76, 17% des Ukrainiens sont sujets du tsar. Mais 20, 23, 24% sont sujets de l'empereur autrichien. Et le grand quartier du nationalisme ukrainien, c'est en Autriche, en Galicie. Et c'est très intéressant que le ministre des Affaires étrangères en Autriche, Berthold, avant la première guerre balkanique, a dit à ses collègues dans le gouvernement autrichien, il y a deux raisons pourquoi une détente avec la Russie est très difficile à conclure. Premièrement, bien sûr, c'est les Balkans. Mais deuxièmement, secondement, et comme a dit Berthold, dans le futur, bien sûr, la cause la plus importante, c'est la question ukrainienne. Et les intellectuels les plus intelligents en Russie ont dit la même chose.
La principale conséquence de la Première Guerre mondiale, c'est très simple, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Parce que sans les Américains, comme j'ai dit, la victoire des Alliés à l'Ouest aurait été impossible. La paix de Versailles, le système territorial de l'Europe créé par Versailles est fondé sur la puissance américaine et sur l'intervention directe de l'Angleterre dans les choses du continent. Qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que s'est passé après la paix? Les Américains se sont retraités dans l'isolation. Les Anglais ont commencé à jouer sa politique perpétuelle d'être en Europe et n'être pas en Europe. Et enfin, les Français ont la responsabilité de soutenir la paix, le système territorial créé par Versailles tout seul. C'est impossible. Et plus important que la guerre mondiale, Première Guerre mondiale, c'était premièrement une guerre de l'Europe de l'Est, une guerre entre les empires germaniques et les Russes. Et c'est la grande ironie de la guerre que les Russes et les Allemands et les Autrichiens, ils sont tout vaincus. Et bien sûr, à Versailles, on a fait une paix européenne sans l'Allemagne et sans la Russie, et contre l'Allemagne et contre la Russie. C'est évident pour un enfant qu'on ne peut pas créer un système stable en Europe contre les deux pays européens qui sont les plus forts. Et c'est inévitable, pour cette raison, que le système de Versailles, la paix de Versailles, le système territorial de Versailles, très rapidement disparaîtront. Et enfin, la Deuxième Guerre mondiale, comme la Première Guerre mondiale, est commencée en Europe de l'Est, à Danzig, cette fois. Et enfin, dans un sens, la Première Guerre mondiale est finie en 1945, quand les armées russes sont entrées à Berlin. En général, la logique géopolitique d'avant-guerre, au commencement du XXe siècle, et la logique géopolitique d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, mais c'est très proche. On ne peut pas être une grande puissance sans avoir les ressources énormes d'un continent. Et on parle maintenant des grandes puissances, États-Unis, Chine, peut-être dans le futur l'Inde. On a parlé dans le passé, peut-être dans le futur, d'une grande puissance européenne unifiée. Pourquoi? Parce que être une grande puissance, avoir un rôle dans les grandes questions du futur, pour les Européens, deux mondes, l'unité. Et dans un sens, la logique de ces temps-là, c'est la logique d'aujourd'hui. Bien sûr, les États-Unis, l'Inde et même la Chine ne sont pas en pied dans le sens typiquement historique. Mais ils ont les grandes puissances, les grands pays très compliqués avec une grande territoire, beaucoup de population énorme et variée, très difficile à gouverner. Et les dirigeants sont dans un sens, dans le centre des pressions domestiques intérieures très compliquées, des contradictions. Et c'est très dangereux pour nous, pour le monde entier, que le futur du monde reste aux mains des dirigeants des pays qui sont si difficiles à diriger. Plus exactement, dans un sens, en Europe, on est face à la grande question de la Première Guerre mondiale. Avoir quelque chose qui
qui est dans un sens une Europe, une Europe effective dans le monde international. C'est une Europe qui doit être sur la direction de l'Allemagne, parce que l'Allemagne c'est le leader de l'Europe. Par sa position dans le centre du continent, par son pouvoir économique, sa technologie. Dans un sens, nous sommes dans la même position que la position de nos grands-pères. Bien sûr, Merkel n'est pas Hitler, mais histoire de l'Europe, l'histoire du nationalisme, la culture des Européens. Tous ces éléments, bien sûr, créent les fortes difficultés pour créer en Europe sur la direction modifiée, contrôlée, mais sur la direction des Allemands. Et les balances en Europe, ces balances, ils sont très difficiles à soutenir, à créer, à soutenir. Et enfin, c'est la crise de l'Europe contemporaine, par mon avis. Et on peut voir aussi que les pays, par exemple l'Angleterre, les Anglais de ce jour-là, d'aujourd'hui, ils jouent le même jeu que leur grand-père, un demi en Europe, un demi sur la mer. Je crois que si les Anglais ont dit avant la guerre, ont exprimé avant la guerre, ouvertement, la logique de sa politique d'août de l'année 14. Enfin, ils se sont entrés dans la guerre mondiale pour sauver la position de la France comme grande puissance. Pas parce qu'ils ont aimé les Français, mais parce qu'ils ont pensé que c'est tout à fait nécessaire à la sécurité de la Grande-Bretagne et à la balance européenne. Si ils ont suivi sa logique ouvertement avant la guerre, je crois, à mon avis, on aurait eu la guerre. Parce que si les Allemands ont vu que battre contre la France et la Russie, c'est aussi inévitablement et tout de suite battre aussi contre toute la puissance de la Grande-Bretagne, je crois qu'ils n'ont pas fait la décision d'avancer. Et enfin, bien sûr, la position d'Angleterre maintenant est moins sérieuse que dans l'année 14 parce que l'Angleterre elle-même est moins sérieuse et parce que l'Europe est moins sérieuse. Mais enfin, c'est la même position. Mais dans un sens, les comparaisons sont les mieux quand on voit la position en Asie de l'Est spécialement. Et enfin, la Chine, c'est une espèce d'Allemagne de l'avant-guerre avec un peu de la Russie aussi. C'est le pays du futur, pays énorme, pays avec les ressources énormes. Et dans un sens, c'est le pays du futur, c'est à l'autre côté. Pour le gouvernement chinois, bien sûr, c'est possible à imaginer que le prix de la modernisation, c'est la chute de son pouvoir. Et enfin, on a les contradictions. Et aussi, je dois dire que la technologie joue un rôle maintenant qui est semblable dans un sens d'avant-guerre. Avant la guerre mondiale, au fin du 19e siècle, par exemple, on a les chemins de fer. Et par les chemins de fer, c'était possible à pénétrer le centre des continents. Et enfin, le chef des géopoliticiens anglais, Mackinder, a écrit que c'est le chemin de fer et la possibilité d'ouvrir les centres et les réseaux des continents qui est la raison la plus importante que le futur. Elle sera le futur des grandes puissances territoriales, les grands empires de l'Eurasie. Et pas comme dans les trois
siècles avant les puissances de la mer. Et maintenant, bien sûr, on a la technologie pour les terres sous-marins, dont les mers de Chine de l'Est et Chine du Sud. Ça, il y a une question. La technologie a créé la possibilité d'exploiter les régions du monde qui, avant l'existence de cette technologie, qui était tout à fait inutile pour tout. Et enfin, il y a la grande différence, c'est que les dangers d'une guerre entre les grandes puissances est plus énorme qu'avant l'année 14. Et c'est nucléaire, l'armement nucléaire. Parce que dans l'année 14, c'est intéressant, dans un sens, et General von Moltke, le chef de l'état général allemand, il a dit au représentatif militaire de Nicolas II, au cours de l'Empire allemand, que bien sûr, il y a une grande possibilité qu'une guerre européenne, c'est la fin de la civilisation européenne pour une génération ou plus. On a su que les risques étaient énormes, mais on a pris les risques parce qu'on a pensé dans la possibilité de la victoire. Et victoire à un prix qui serait acceptable. Et quand les généraux, les hommes d'État ont étudié l'histoire, ils ont pris de l'histoire la leçon que c'est vrai. On peut gagner une guerre à un prix acceptable et la victoire sera décisive pour les paix, pour l'histoire, pour le futur, pour les siècles. Et enfin, c'est intéressant, on dit spécialement aux États-Unis qu'on n'a pas étudié et compris les leçons de la guerre civile aux États-Unis. Mais ce n'est pas exact, parce que le chef de l'école de l'État général en Russie, Nikolai Sukhotin, par exemple, il a écrit sa thèse au sujet de l'utilisation de la cavalerie dans la guerre civile américaine. Et enfin, c'était parce qu'il a étudié la guerre civile que toute la cavalerie russe est transformée dans un sens américain. Mais quand on étudie la guerre civile américaine, qu'est-ce que c'est les leçons? Les leçons sont les leçons que les généraux européens ont soulignées avant la guerre. Par exemple, la guerre peut être gagnée seulement par l'offensive stratégique. La victoire est possible seulement si les soldats ont un sens, une foi nationaliste très fondée, très forte. Et que les résultats d'une guerre seront décisifs pour l'histoire de l'humanité. Nous verrons. Le Nord a gagné sur l'offensive. Il a gagné parce que millions de jeunes hommes du Nord ont eu un sens d'un nationalisme américain assez fort pour sacrifier ses vies. Pas pour défendre ses familles, ses foyers, parce que le Sud, ce n'est pas un problème, un danger pour les familles, les foyers du Nord, des familles du Nord, pour conquérir le Sud au nom d'une nation américaine unifiée continentale. Et les résultats? Les résultats sont le monde dans lequel nous vivons. Parce que c'est l'unité continentale des États-Unis liée avec la puissance de l'Empire britannique qui est la fondation géopolitique de nos temps.
Si on aurait eu les États-Unis divisés en conflit avec l'Empire britannique et ses colonies blanches, bien sûr, nous vivrions dans nous vivons dans un monde tout à fait différent. Et bien sûr, les Allemands sont les dirigeants de l'Europe, c'est évident. Et bien sûr, les généraux qui ont dit qu'on peut gagner la guerre à un prix acceptable avec les conséquences décisives, ils ont eu raison.